En 2000, l'incendie du parc Sequoia a tout dévasté. Il a coûté la vie au biologiste en chef James Hawke. Les derniers mots qu'il a prononcés à la radio, « Michael, il y a quelque chose qui ne va pas avec le feu ici », ont été interrompus par des parasites. Michael Turner, biologiste et expert en incendie à l'UCLA, s'est précipité vers son ami, mais la fumée et la chaleur l'ont arrêté. James est mort brûlé. L'enquête officielle a conclu à une inflammation naturelle due à la foudre. Mais Michael, l'un des principaux spécialistes des incendies de forêt à l'UCLA, a vu quelque chose dans le sillage de l'incendie que d'autres n'ont pas vu. Après la tragédie, Michael n'a pas pu reprendre son ancien travail. Le laboratoire, les conférences scientifiques, les articles dans des revues prestigieuses, tout cela semblait désormais dénué de sens. Ses recherches permettait de prédire le comportement des incendies, mais il n'avait pas pu sauver son ami. Pendant 3 ans, il a tenté de trouver des réponses dans les données scientifiques, analysant chaque détail de cet incendie. La façon dont le feu s'est propagé, les températures, les signes de combustion n'ont fait qu'ajouter au doute. En 2004, il prend une décision qui surprend ses collègues. Il abandonne une carrière scientifique fructueuse pour devenir garde forestier dans la zone la plus isolée du parc, Mineral King. Cette zone, située à 2300 mètres d'altitude, truffée de mines abandonnées datant du 19e siècle, garde ses secrets depuis des décennies. En 30 ans, 47 personnes y ont disparu, selon les statistiques officielles. Le chiffre officieux est bien plus élevé. « J'ai besoin d'être sur le terrain », explique-t-il. Les vraies réponses ne se trouvent pas dans un laboratoire. Sa formation scientifique fait de lui un garde forestier hors du commun. Là où d'autres ne voyaient que des empreintes, lui lisaient des histoires entières. Il savait comment le feu modifie le sol, comment les animaux se comportent avant un incendie, comment la fumée se propage dans les montagnes. Ces connaissances lui ont été utiles au printemps 2004, lorsqu'il a découvert quelque chose dans la mine abandonnée numéro 7 qui a bouleversé sa compréhension de l'incendie de 2000. Cette découverte a déclenché une enquête qui s'est étalée sur 5 ans et a mis au jour l'une des machinations les plus choquantes de l'histoire des parcs nationaux américains. Ce qui n'était au départ qu'une histoire sur la mort d'un ami s'est transformé en quelque chose de bien plus sinistre. Les anciennes mines de Mineral King cachaient un secret où la connaissance scientifique rencontrait la cupidité humaine. Et l'incendie de 2000 n'était que la partie émergée de l'iceberg. L'incendie cachait quelque chose de plus terrifiant que Michael n'aurait pu imaginer. Le 15 mars 2004, une fumée âcre s'échappe de la mine NIRE 7 et Michael Turner sait qu'il ne s'agit pas d'un incendie. Le 15 mars 2004, les détecteurs de fumée du secteur et de Mineral King se sont déclenchés à 4h37 du matin. Michael Turner est l'un des premiers à recevoir le signal sur sa console. Son service vient de commencer, mais il sait déjà que cette journée ne sera pas comme les autres. C'est la 3e fois en un mois que les détecteurs se déclenchent dans cette zone, à 1 kilomètre à peine de la tristement célèbre mine 7. À chaque fois, les patrouilles n'ont trouvé que des braises en train de refroidir, sans aucun signe d'incendie. Étrange fumée, écrit Michael dans son journal. Trop dense pour un feu naturel, mais se dissipant trop rapidement. Son expérience scientifique lui dit que quelque chose ne va pas. La nature de la fumée ressemble à un feu chimique, mais d'où viennent les produits chimiques dans une mine abandonnée ? À 6h du matin, il était déjà sur place. Les rails mènent à une ancienne entrée de mine qui a dû être mise en sommeil dans les années 80. La grille de l'entrée avait été soigneusement découpée, manifestement à l'aide d'un équipement professionnel. À l'intérieur de la mine, la température était anormalement élevée pour un matin de mars. Centre, ici Turner. J'ai détecté des signes d'intrusion dans la mine numéro 7. Je demande des renforts, dit Michael dans la radio en examinant les traces de pas sur le sol poussiéreux. 2 hommes, peut-être 3. De l'équipement lourd. La réponse du répartiteur lui fit froncer les sourcils. Turner, le shérif Baker est en route. Il vous demande d'attendre dehors. La police locale essayait depuis longtemps de reprendre au service des parcs la juridiction sur les mines. Mais Michael ne pouvait pas attendre. Il ne se souvenait que trop bien que la procrastination avait coûté la vie à son ami. 50 mètres après l'entrée, le puits se ramifie. Le tunnel de gauche s'était effondré dans les années 90. Mais le tunnel de droite, le faisceau d'une torche a capté quelque chose dans l'obscurité, ce qui a donné froid dans le dos à Michael. Du matériel de laboratoire moderne se trouvait contre le mur. Des thermostats, des flacons, des réactifs chimiques et un minuteur, comme celui qu'il avait vu sur les photos de la mort de James. Un bruit soudain le fait se retourner. Une lumière clignote au bout du tunnel. Quelqu'un s'éloignait rapidement au fond du puits. « Pas un geste, service des parcs !» cria Michael en s'élançant à sa poursuite. Mais la poursuite fut interrompue par un bruit sec et une vague d'air chaud. Une partie du tunnel s'est effondrée. Lorsque le shérif Baker et son équipe arrivent 1 heure plus tard, il n'y a plus aucune trace du laboratoire. Juste des murs brûlés et une étrange odeur de produits chimiques. On dirait qu'il s'agit d'une autre farce, conclut le shérif sans même regarder les empreintes. Des adolescents qui s'amusent avec des pétards. Ça ne vaut pas la peine de perdre son temps. Mais Michael savait qu'il ne s'agissait pas de farceurs. La nature de l'effondrement
la précision de la détonation, l'équipement professionnel. Quelqu'un a été très habile pour brouiller les pistes. Comme il y a 4 ans, il a passé la soirée à éplucher de vieux rapports. Au cours des 5 dernières années, il y a eu 17 incendies dans un rayon de 10 miles autour de la mine 7. Tous ont été jugés accidentels ou naturels. Tous sauf celui qui a tué James. Et maintenant, Michael avait une piste. Dans son journal de travail, il a écrit « Minonay 7, équipement chimique, minuterie identique à celle de 2000. Communication possible avec, l'enregistrement était coupé à mi-mot. À 23h40, l'alarme incendie se déclenche dans le secteur ouest du parc. Cette fois, l'incendie est réel. Lorsque Michael arrive sur les lieux, le feu a déjà envahi l'ancien centre d'information. C'est là que se trouvaient les archives de la mine pour les 30 dernières années. Trop de coïncidences, pense-t-il en aidant à évacuer les documents. Un visage familier apparaît à travers la fumée, celui du docteur Sarah Hayes, géologue au département scientifique du parc. C'est étrange de la voir ici si tard, se dit Michael. Au matin, il ne restait du bâtiment que des murs calcinés. La plupart des archives avaient péri dans l'incendie. En déblayant les décombres, les pompiers ont trouvé une preuve. Un ordinateur portable brûlé. L'expertise a montré qu'avant l'incendie, quelqu'un avait effacé des fichiers dans l'urgence. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, affirme Michael en étudiant les données de surveillance. La semaine précédant l'incendie, le centre d'information avait reçu des visiteurs inhabituels. Des personnes en costume, portant des documents des services fédéraux. Ils avaient passé des heures à copier des documents. Michael commence à reconstituer les faits. La mine 7, le laboratoire, les minuteries, l'incendie dans les archives. Le tableau devenait effrayant. Dans son nouveau carnet de travail, il écrit « Théorie. Quelqu'un utilise les anciennes mines pour des expériences. Il est possible qu'il s'agisse d'une recherche gouvernementale. Il faut vérifier le lien entre le Dr Hayes et l'incendie de 2000. Sa signature figure sur l'analyse chimique du sol du site de la mort de James. Les mêmes marqueurs chimiques ont été trouvés dans la mine 7 aujourd'hui. Coïncidence ? Demandez les documents relatifs à son travail en 1999-2000. Le 17 avril 2004, le docteur Sarah Hayes a brusquement démissionné et a quitté le parc. Son nouveau poste est classifié. Une semaine plus tard, Michael reçoit un ordre officiel. L'enquête sur la fumée dans la zone de la mine 7 a été transférée aux agences fédérales. L'accès aux gardes forestiers locaux lui a été refusé. Mais Michael n'allait pas s'arrêter. Il savait maintenant que la mort de James n'était pas un accident. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand. Il consacrera les 3 prochaines années à une enquête sous couverture qui le mènera à une découverte choquante. Mais pour l'instant, le soir de 2004, il n'avait aucune idée de la profondeur de ce trou de lapin. Le 7 janvier 2007, une explosion assourdissante fait trembler la mine numéro 12. Michael Turner laisse tomber son talkie-walkie. Ce n'était pas un tremblement de terre. Le mois de janvier 2007 a été exceptionnellement sec pour Mineral King. Michael Turner vient de terminer sa tournée matinale lorsqu'il reçoit un appel étrange. Alex Reed, un jeune géologue récemment arrivé dans le parc pour étudier l'activité sismique, signale d'étranges vibrations près de la mine 12. On dirait des explosions souterraines, mais régulières, comme si elles étaient programmées, explique-t-il. Les 3 années de calme qui ont suivi les événements de 2004 ont appris à Michael la patience. Pendant ce temps, il recueillait secrètement des informations. L'enquête officielle a été close, mais il a continué à observer. Aujourd'hui, il semble que sa patience commence à porter ses fruits. Les capteurs de Reed ont enregistré des fluctuations toutes les 72 heures. Trop précis pour un phénomène naturel, remarque Michael en étudiant les graphiques. Un détail d'un ancien rapport lui revient à l'esprit. Avant l'incendie de 2000, des sismologues avaient également enregistré d'étranges fluctuations. Le 20 janvier, Reed et lui descendent dans le puits Nonérero 12. Alex installe de nouveaux capteurs et Michael étudie les traces sur les parois. Soudain, une roche inhabituelle attire son attention. Ce n'est pas un minéral local, dit Reed en braquant sa torche sur les veines sombres de la roche. On dirait des traces d'encastrement artificiel. Quelqu'un a pompé quelque chose dans la roche. L'analyse des échantillons dans le laboratoire du parc a donné des résultats choquants. Des traces d'une composition chimique expérimentale ont été trouvées dans la roche. Selon la base de données, de tels développements ont été réalisés dans un centre de recherche fermé du Nevada. C'est dans ce même centre que le Dr Hayes a été transféré en 2004. Michael a commencé à remarquer d'autres bizarreries. Une augmentation du nombre d'oiseaux morts près des mines, des interférences inexpliquées dans les équipements électroniques. Et le plus inquiétant, une augmentation du nombre de randonneurs disparus. 5 personnes ont disparu au cours des 6 derniers mois, toutes dans un rayon de 3 km autour de l'ancien système minier. Le 7 février,
Alex Reid n'a pas donné signe de vie. Sa tente a été retrouvée vide, son équipement intact. Sur la table, une clé USB contenant les dernières données et une note « Michael Turner. Ils savent que nous savons. Vérifie les données de 1978. » Michael a passé plusieurs nuits à étudier les archives de 1978. C'est à cette époque que Mineral King a connu une série de tremblements de terre. Des tremblements de terre inhabituels. Ils ne correspondaient à aucun modèle géologique connu. Immédiatement après, le gouvernement a acheté une grande partie des terres autour des mines. La raison officielle était de créer une zone de conservation. Une semaine après la disparition de Reid, une commission de Washington est arrivée au parc. La raison officielle était un contrôle de sécurité de routine. Mais Michael a remarqué que l'un des inspecteurs rencontrait secrètement le shérif local Baker, celui-là même qui a été si négligent avec les preuves en 2004. Le 15 février, tous les capteurs sismiques de Reid tombent en panne simultanément. Le lendemain, Michael reçoit une lettre anonyme. À l'intérieur se trouve une vieille photo d'une expédition scientifique datant de 1968. À l'arrière-plan se trouve un équipement identique à celui trouvé dans la mine 7 en 2004. Parmi les scientifiques, un jeune Dr Robert Hayes, le père de Sarah Hayes. Dans son journal, Michael écrit « Ce ne sont pas de simples expériences, c'est la continuation de quelque chose qui a commencé il y a presque 30 ans. Et James, il n'était pas là en 2000 par hasard, il savait quelque chose. » Dans la soirée du 20 février, une alarme incendie se déclenche dans le secteur nord. Lorsque Michael arrive sur les lieux, il voit un spectacle familier, une fumée étrange, une odeur caractéristique de produits chimiques. Et dans la lueur des flammes, il croit apercevoir une silhouette vêtue d'une combinaison de protection qui s'enfonce rapidement dans les bois. Une silhouette si semblable à celle de Sarah Hayes. L'enquête était allée trop loin. Michael se rend compte qu'il n'est pas le seul à chercher la vérité sur les mines de Mineral King et certains sont prêts à tuer pour garder le secret. Mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant, car quelque part ici se trouve la vérité sur la mort de son ami. Et au plus profond des mines, quelque chose continuait à pulser toutes les 72 heures. Quelque chose qui a commencé en 1968 et qui a conduit à la mort de James en 2000. Quelque chose qui aurait pu coûter la vie à Michael. Début mars, la situation est devenue critique. Le bureau de Michael a été cambriolé à 2 reprises par des inconnus. Le shérif Baker a commencé à surveiller ouvertement ses déplacements, expliquant qu'il s'agissait d'un problème de sécurité. Et ses demandes d'accès aux archives d'autres parcs nationaux commencent à être refusées. Mais Michael a un allié inattendu. John Cooper, la veuve de James, qui travaillait dans un laboratoire de chimie de San Francisco, lui envoya les résultats des échantillons de sol qu'il avait fait passer en contrebande. « C'est impossible », écrit-elle. « De tels composés sont instables dans la nature. Ils ne peuvent être créés qu'en laboratoire. Et ils sont exactement les mêmes que les échantillons de 2000. » Le 12 mars 2007, Michael reçoit un appel anonyme, une voix de femme, déformée par des parasites. Vérifiez les dossiers militaires de 1977. Projet Mineral Gate. Ce ne sont pas des expériences, c'est plus que ça. L'examen de la conversation enregistrée confirme qu'il s'agit bien de la voix de Sarah Hayes. Grâce à ses anciennes relations scientifiques, Michael a commencé à chercher des informations sur Mineral Gate. Il en trouve un projet secret du Pentagone, fermé en 1978 après une série d'incidents imprévus. Le responsable du projet était le docteur Robert Hayes. L'objectif officiel était d'étudier les processus géologiques profonds. L'objectif réel est encore aujourd'hui classifié. Fin mars, une nouvelle commission arrive au parc. Cette fois-ci, il s'agit du Centre de contrôle des maladies. La version officielle était de vérifier la qualité de l'eau des sources. Mais Michael repère parmi les médecins un homme qu'il a vu sur une photo de 1978. Il n'avait pas beaucoup changé, comme si le temps ne l'avait pas touché. Le 5 avril, le laboratoire de Jane Cooper a été perquisitionné. Tous les échantillons et les résultats des tests ont été confisqués. Un jour plus tard, elle appelle Michael. Ils m'ont offert un emploi, dans le même centre que celui où Sarah Hayes a été transférée. Ils disent que c'est lié au travail de James. Que dois-je faire ? Michael se rend compte que le cercle se rétrécit. Quelqu'un supprimait méthodiquement toutes les traces, mais lui laissait délibérément des indices, comme s'il voulait qu'il connaisse la vérité, ou le menait à quelque chose. Dans son journal, il écrit « Et si les incendies n'étaient pas le but mais un effet secondaire ? Et s'il y avait une sorte d'expérience en cours depuis toutes ces années dans les souterrains de Mineral King ? Quelque chose de si important que le gouvernement est prêt à tuer pour le garder secret ? Et surtout, pourquoi ici ? » La réponse est venue de manière inattendue. Le 15 avril 2007, alors qu'il examinait de vieilles cartes géologiques, Michael a découvert une étrange anomalie. Sous le système minier de Mineral King se trouvait quelque chose qui ne devrait pas être là. Quelque chose qui pourrait expliquer les étranges tremblements de terre, les incendies inexpliqués et les expériences classifiées. Mais avant qu'il ne puisse vérifier son intuition, un événement est survenu qui a tout changé. Un événement qui l'a amené à remettre en question tout ce qu'il savait sur la nature et la science.
Le 12 mai 2009, à 4h17 du matin, les détecteurs ont retenti. La mine 7 était prête à exploser. En mai 2009, Michael Turner avait rassemblé toutes les pièces du puzzle. L'anomalie géologique sous les mines de Mineral King s'est avérée être une formation souterraine massive, un dépôt naturel d'éléments de terre rares aux propriétés uniques. C'est ce qu'a découvert le docteur Robert Hayes en 1977, et c'est pourquoi le projet Mineral Gate a été classé. Le 12 mai à 4h17 du matin, des capteurs de mouvement ont détecté une activité à la mine 7. Sur les images de la caméra, Michael aperçoit une silhouette familière, Sarah Hayes, vêtue d'une combinaison de protection, entrant dans la mine avec un groupe d'hommes en uniforme militaire. Il comprend qu'il est temps d'agir. À 17h30, Michael envoie un message crypté à Jean Cooper. Sauvegarde prête? La réponse est arrivée une minute plus tard. Serveur sécurisé, en attente. En l'espace d'1 an, elle a créé un serveur sécurisé pour stocker toutes les preuves. Désormais, quoi qu'il arrive, la vérité ne disparaîtrait pas. Dans la mine, le groupe de Hayes descend au niveau inférieur. Michael les suit en empruntant un ancien tunnel technique. Le son de leur conversation se répercute sur les murs. La réaction est instable, nous devons arrêter le projet. Trop dangereux. Soudain, un bruit familier de pulsation est venu des profondeurs. Mais il est maintenant plus fort, plus intense. Les instruments de la ceinture de Michael s'affolent. Radiation, impulsion électromagnétique, activité sismique, tout était hors norme. « Je savais que tu viendrais », dit Sarah juste derrière moi. Tout comme James à l'époque, vous êtes tous les deux trop intelligents. Au cours des 2 heures qui ont suivi, Michael a appris toute la vérité sur le programme secret de l'armée visant à créer un nouveau type d'arme. Comment son ami James avait accidentellement découvert des traces de ses expériences et était mort en essayant de rassembler des preuves. Il apprend également que Sarah a tenté d'arrêter le projet de son père, mais qu'elle s'est retrouvée trop impliquée. Nous pensions pouvoir contrôler ceci, dit Sarah en désignant l'installation massive dans la caverne centrale. Mais elle devient instable. Chaque essai provoque des micro-fractures dans la roche. Un jour, elle détruira toute la vallée. À ce moment-là, le système de sécurité a déclenché une alarme. Les moniteurs montraient la page des fissures se propageant le long des parois du puits. « Ça commence », chuchote Sarah. « Nous arrivons trop tard. » Les 40 minutes qui suivent se transforment en une course contre la montre. Michael et Sarah tentent de lancer le protocole d'arrêt d'urgence pendant que les militaires évacuent le personnel. L'eau s'infiltrait déjà par les fissures et les niveaux de radiation continuaient d'augmenter. James essayait d'empêcher cela, a crié Sarah à travers le grondement des rochers qui s'effondrent. Il a trouvé des preuves que les expériences déstabilisaient l'ensemble du système. À 8h45, Michael reçoit un message de Jan. « Fichier reçu, tout est enregistré. Il a désormais toutes les preuves, des crimes du gouvernement et de la mort de James. » Lorsque Sarah et lui sont arrivés à la surface, ils attendaient déjà le général Harris, chef du projet, accompagné d'un groupe de militaires. « Vous réalisez qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale ?» Sa voix était calme, mais il y avait de l'acier dans sa voix. 2 dossiers sont posés devant Michael. L'un d'eux contenait un accord de non-divulgation, des garanties de sécurité pour lui et Jen, une compensation pour la famille de James, la fermeture de toutes les installations dangereuses du parc. Dans l'autre, un mandat d'arrêt pour trahison et une liste d'accidents survenus à d'autres témoins du projet. Décidez-vous, Ranger Turner, mais n'oubliez pas que la vérité peut parfois faire plus de mal que le silence. Sarah lui pose la main sur l'épaule. « Michael, le projet sera arrêté de toute façon, je te le garantis. Maintenant, la question est de savoir combien de vies supplémentaires seront brisées. » Dans sa dernière entrée dans le journal du Ranger, Michael a écrit « La vérité a un prix. Parfois, ce prix est la vérité elle-même. James est mort en essayant de sauver des gens. Peut-être que la vraie justice est de finir son travail en protégeant ceux qui sont encore en vie. » Le lendemain, tous les équipements des mines ont été enlevés. Les entrées ont été bloquées et officiellement déclarées dangereuses en raison de processus géologiques naturels. Sarah Hayes a mené un nouveau projet de surveillance de l'activité sismique dans le parc. Et Michael a continué à travailler comme garde forestier à Mineral King. Désormais, il protège non seulement la nature, mais aussi un secret enfoui sous les montagnes. Et seul Sarah et lui savaient-ils que quelque part sur le serveur sécurisé de Jen Cooper se trouvait l'histoire complète du projet Mineral Gate. Une histoire qui pourrait un jour voir le jour, quand le monde sera prêt à connaître la vérité. Désormais, chaque nuit, Michael Turner entend les pas de James dans le silence de Mineral King. Mineral King a changé. Les anciennes mines sont solidement scellées par des dalles de béton et marquées sur les cartes comme une zone dangereuse en raison du risque d'effondrement. Un nouveau système de surveillance installé sous la direction du docteur Sarah Hayes surveille l'activité sismique 24 heures sur 24. Officiellement, il s'agit d'assurer la sécurité des touristes. Michael Turner travaille toujours ici en tant que garde forestier. Aujourd'hui, il est le chef de la sécurité du parc et son expérience et ses connaissances sont très appréciées par la direction. Sous sa direction,
Un système de protection contre les incendies ultramodernes a été mis en place et les statistiques d'accidents ont été réduites de 60%. La famille de James Hawk a reçu une importante compensation de la part de l'État. La raison officielle est l'examen du dossier de l'accident. Jane Cooper a dirigé un nouveau laboratoire de surveillance environnementale à San Francisco. Le serveur sécurisé contenant les documents existe toujours, bien que l'accès soit crypté. Le shérif Baker a pris sa retraite. Il a été remplacé par un jeune officier qui travaille en étroite collaboration avec le service des parcs. Les cas de braconnage et de disparition de personnes dans la zone des anciennes mines ont cessé. Une fois par mois, Michael reçoit une lettre cryptée de Sarah. Ils ne parlent jamais du passé, mais ils savent tous les deux qu'il y a toujours un secret dans les souterrains de Mineral King. Un secret qui pourrait un jour être rendu public. Mais pour l'instant, le journal jauni du garde forestier contient une dernière inscription. Parfois, sauver des vies est plus important que de révéler la vérité. Je suis désolé James, j'espère que tu comprendras. Chers amis, vous venez d'entendre le récit des événements survenus à Mineral King. Une autre histoire sur le choix entre la vérité et la sécurité, sur le prix du silence et le poids des secrets. Pensez-vous que Michael a eu raison de garder le secret? Peut-être que la société a besoin de connaître la vérité, même si elle est dangereuse. Ou y a-t-il des secrets qu'il vaut mieux laisser enfouis, sous terre? Et que pensez-vous qu'il y ait vraiment dans ces mines scellées? Donnez votre avis dans les commentaires. Si l'histoire vous a accroché autant qu'elle m'a accroché, soutenez la chaîne en l'aimant et en vous abonnant. Il y a encore beaucoup d'autres mystères non résolus et d'histoires mystérieuses provenant des coins les plus étonnants de notre planète. Rendez-vous dans le prochain numéro.